ce dont parlent les élèves le plus, c'est du stress et de la pression. Alors qu'avant, c'était leurs amis. De toute façon, avant toute chose, ils parlent des questions relationnelles. Leurs amis en priorité, ensuite les professeurs, et bien après le travail, les notes, etc. Ce que je me disais juste à l'instant, c'est qu'en fait, pour appartenir à un groupe, il faut qu'il y ait un extérieur à ce groupe. Et donc, du coup, la dynamique de groupe, elle est basée sur le fait qu'il y a des gens qui n'en fassent pas partie. Il y a cette dynamique-là, puisque sinon, si tout le monde fait partie du groupe, alors personne ne fait partie du groupe. Il faut bien qu'il y ait des rejetés du groupe pour qu'il y ait un groupe. Ça renforce le groupe à l'endroit où il constate que il y a des gens qui en font pas partie. Donc, j'en fais plus partie, puisque je vois bien qu'on ne me rejette pas de la même façon. Enfin, je sais pas. J'imagine que dans les lycées, ce processus-là est bien à l'œuvre d'une certaine façon. Je dirais que c'est un phénomène qui se passe beaucoup plus au collège, parce que ce que j'ai pu observer, c'est qu'arrivé en seconde, les jeunes ont besoin de déposer un petit peu ce qui s'est passé au collège, qui est d'une violence infinie pour beaucoup d'entre eux, et qui touche beaucoup de jeunes, on va dire indépendamment de ce qu'ils sont. Peut-être que ce que tu expliques, je ne sais pas, ce besoin de rejeter pour se définir. En tous les cas, je sais qu'arrivé au lycée, à partir de cette étape-là, il est beaucoup plus accepté d'être soi-même. Et au contraire, de plus en plus, ce sera cool d'être, d'afficher ou d'oser être qui l'on est. En tous les cas, la question de rejet, la question de harcèlement est moins présente de ce que j'ai pu voir. C'est moins une question centrale. Je dis pas qu'elle n'existe pas, parce qu'elle existe aussi, mais c'est moins une question centrale qu'en première partie d'adolescence. Parce que en première partie d'adolescence aussi, ce sont les changements corporels qui sont à l'œuvre. Donc c'est l'apparence qui est beaucoup en question. C'est aussi le déferlement des hormones sexuelles avec cette sexualité naissante. Donc ce sont des questions qui sont prégnantes. Voilà. Au lycée, c'est des questions d'identité propre et puis de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est vrai que on s'oriente pas plutôt qu'avant. De ce côté-là, ça n'a pas changé. C'est toujours à la fin de la seconde, pour beaucoup d'entre eux, où on commence un peu à se spécialiser et c'est aussi un âge où on peut se dire qu'il se dessine un peu un profil qui n'est pas fixé. Rien n'est fixé à l'adolescence. Beaucoup de jeunes développent leur plein potentiel dans les études supérieures. Ouais. Du coup, si jamais c'est intéressant, juste pour le principe, c'est juste la logique du bouc émissaire que je citais juste avant, c'est-à-dire que il y a juste à regarder Philippe Poutou quand il est dans un débat avec les autres candidats pour voir un peu de quoi je parle, ou de voir à quel point un peuple peut être galvanisé lorsqu'il est en guerre contre un autre pays. L'identité nationale n'a pas plus de valeur ou de couleur que lorsqu'on est en guerre contre un autre pays, malheureusement, hein, mais il y a qu'à voir justement aussi le fait d'avoir l'ennemi commun, le virus qu'on a connu. Ça fait des groupes. Il y a des groupes qui deviennent plus forts parce qu'il y a un ennemi. Et donc le fait qu'il y ait un extérieur au groupe, c'est ce qui fédère le groupe parce que il a son identité du fait d'avoir un extérieur d'une certaine façon. Je sais pas si c'est plus clair dit comme ça. Oui, j'entends. C'est pour ça que en tant qu'enseignant, on a une responsabilité de par la façon dont on enseigne et les activités que l'on propose et comment on les propose pour justement développer l'empathie, développer la cohésion de groupe. Comment moi, en tant qu'enseignant, je vais créer un climat de confiance.
c'est essentiel. Pour moi, c'est central, ce climat de confiance. Et comment je vais le créer? Eh bien, c'est déjà moi, dans ma posture d'adulte, comment je, je m'adresse au groupe, comment on fixe les règles de classe. Euh, c'est et c'est comment, lorsque je propose une session de travail, je fais en sorte que tout le monde soit inclus. Il y a tout un, je suis sur un questionnement sur justement le travail de groupe. Comment, pourquoi chaque jeune s'engage dans un travail collectif et comment ne laisser personne de côté, comment chacun va apporter ses forces, comment chacun va dire, bah, moi grâce à ce groupe, j'aimerais développer, voilà, ce qui est moins facile pour moi. En réalité, par exemple, travailler ensemble, je pensais que ça allait de soi. En réalité, ça demande des compétences émotionnelles et relationnelles qui sont loin d'être anodines, que l'on pense déjà développer à cet âge-là, sauf que on ne l'a pas fait. Voilà. En maternelle et en primaire, ils s'intéressent de près à tout ça depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est le premier niveau, on va dire, qui s'est emparé des recherches en neurosciences affectives et sociales. Et ensuite, ce sont un certain nombre d'écoles supérieures parce que le monde du travail leur a dit, bah écoutez, à diplôme égal, à connaissance égale, eh bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui savent bah, être leader, travailler en équipe, avoir des qualités, voilà, de relationnelles, savoir motiver une équipe, par exemple, savoir prendre la parole en public. Et savoir gérer ses émotions, faire preuve d'une maîtrise de soi, connaître ses motivations également. Et donc voilà, c'est comment nous, en tant qu'adultes, on va aller créer de la cohésion. En tous les cas, c'est effectivement la diversité des approches et la diversité des points de vue, c'est ça qui crée la richesse. Ouais. Dans ce que tu me disais juste avant, ce que je trouve très beau, c'est qu'en fait, dans ta posture, j'ai l'impression qu'il y a tu me dis si je me trompe, mais il y a la volonté d'assumer une certaine vulnérabilité, en fait, avec toute la curiosité qui est la tienne, toutes les connaissances que tu as, tous les outils dont tu disposes, etc. Il y a le fait de t'adresser au groupe avec une certaine vulnérabilité. J'ai l'impression qu'il y a une grande partie des incompréhensions qui peuvent avoir lieu entre des adultes et des adolescents qui se jouent sur le fait que l'adulte veut rester sans aucune vulnérabilité visible l'adulte de la situation. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que, en fait, être vulnérable, ça peut, pour certains, peut-être vouloir dire remettre leur autorité en question. Et en fait, pas du tout. Je pense que ce qui est important, c'est d'être authentique. Ça ne veut pas dire être faible, être vulnérable. Et les jeunes n'apprécient rien de plus que justement l'authenticité. On a le droit de se tromper, on a le droit d'être à côté de la plaque, mais on se rattrape. Et on a le droit d'avoir une parole malheureuse. Je défie quiconque, que ce soit parent ou adulte, face à des jeunes, quels qu'ils soient, ou enseignants, de pas un jour avoir dit quelque chose, soit qui dépassait sa pensée, soit qui n'était pas approprié. C'est OK. Mais par contre, on a le devoir de se rattraper. Et ça ne met absolument pas en cause notre autorité, au contraire. Ils apprécieront cette honnêteté. Et c'est une question qui me taraude beaucoup, la question de la posture juste de l'adulte dans la relation éducative. Euh, effectivement, faire croire que on est que force n'inspire pas la confiance en réalité, puisqu'on sait bien que tout le monde, c'est la réalité de notre condition humaine. Et
Autre chose par rapport à ça aussi, c'est le fait que la bienveillance, c'est un mot qui en France est très mal compris, soulève beaucoup de réactions en réalité, et parce que c'est mal compris. La bienveillance, c'est associé à la gentillesse dans le mauvais sens du terme, parce que la gentillesse, c'est une très belle qualité, mais c'est associé à être trop gentil, ou alors bah il est gentil, ah ouais bah il est, ah bah oui il est gentil, hein, il est pas fut-fut, ou alors c'est associé à se faire avoir. En réalité, la bienveillance, c'est accueillir l'autre, essayer de le comprendre, c'est accueillir ses émotions, mais c'est lui permettre, avec respect, de lui donner les outils pour grandir. Mais la fermeté ne va pas sans la bienveillance, et la bienveillance ne va pas sans la fermeté. Et en fait, il y a un gros travail, je dirais effectivement, de sur cette question d'autorité en classe. J'ai entendu récemment une enseignante qui, premier cours de l'année, dit à ses élèves: bon, je vous préviens, si vous m'embêtez, c'est 2 heures de colle directe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire, bah, évidemment que cette enseignante cherche à avoir des bonnes conditions de travail. Mais que sont des bonnes conditions de travail? Est-ce que ça induit la confiance? Déjà, le si vous m'embêtez, c'est d'un flou pas possible. Ça veut dire, ok, toi tu peux me punir pour n'importe quoi en fait en réalité. C'est quoi? C'est un rien en fait. Et puis 2 heures de colle, bah, c'est déjà une punition très forte. Donc c'est quoi la suite en fait? Donc c'est l'éducation par la menace, c'est l'éducation par la peur. Et en réalité, c'est contre-productif. Ça amène, on va dire, des émotions parasites aux apprentissages, parce que c'est là que va se déclencher dans la tête de notre adolescent, euh, on va dire, un stress, une peur, et il n'y a pas besoin de ça pour asseoir son autorité. Et si on disait, bon, pour bien travailler ensemble, il faut des conditions, notamment de respect des uns des autres, on va travailler ça ensemble. C'est beaucoup plus intéressant de co-construire ensemble et de se mettre d'accord sur des règles communes. Et à ce moment-là, on responsabilise. Et quand on cadre, après, c'est beaucoup plus simple de dire, tu te rappelles, on a défini ensemble des choses. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et comment tu vas t'y prendre pour respecter ce qui a été défini entre nous? Donc en fait, on confond disons fermeté et autoritarisme, et parce qu'on pense que c'est un gage de sérieux. Mais en réalité, le climat de confiance est central. Je suis d'accord avec toi, en fait, quand ce que tu évoques comme exemple, c'est très fort, c'est-à-dire que ça monte un mur entre le professeur et les élèves. Donc, va faire de la communication derrière avec à chaque fois des briques ou des pierres entre les deux, c'est pas possible. Là, c'est quelqu'un qui dit, j'ai décidé que je ne serai pas touché et altéré par l'échange qui aura lieu entre nous, je veux garder ma posture intacte, et donc il ne se passera rien de mon côté que je n'ai pas prévu. Vous devez vous adapter à ce que moi j'ai prévu, et donc, il se sort de la possibilité d'être en communication directement, puisqu'il est en train d'imposer un truc à sens unique finalement. Oui, et puis pour atteindre un objectif, je ne peux pas faire fi de ce qu'est l'autre. Je ne peux pas. Alors évidemment, avec un groupe, c'est pas, on va pas interroger à chaque instant les émotions et la motivation de chacun, mais il y a des moments particuliers où effectivement on observe que tel élève va pas bien ou tel élève ne s'engage pas. Par exemple, les travaux de groupe, pour y revenir, ce sont des moments privilégiés d'observation de comment les élèves s'engagent dans les apprentissages. Et c'est à cet égard-là, c'est formidable, puisqu'on peut ensuite aller voir l'élève et questionner. C'est qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que finalement se cache pas derrière un sentiment d'efficacité ou un sentiment de compétence qui est très faible, ou c'est la question du sens, la question de la motivation, ou c'est des questions relationnelles qui n'ont rien à voir avec les apprentissages? Et je ne peux pas faire fi de ce qu'est l'autre, en tous les cas jusqu'à un certain point.
Voilà. Hmm. Et ben, je te propose, si tu veux bien, justement, qu'on fasse comme un petit break pour aller faire le tour des différentes intelligences que tu proposais tout à l'heure. Est-ce que ça te va? Oui, en sachant qu'effectivement, elles ne sont pas complètement validées par les neurosciences parce que Ouais. voilà, chaque intelligence n'est pas un circuit figé dans le cerveau, mais on s'aperçoit qu'il y a des aptitudes qui sont alors musicales, rythmo-musicales, euh, parce qu'on peut avoir le sens du rythme sans chanter juste, par exemple, ou on peut avoir le sens musical sans avoir le sens du rythme. On peut avoir des aptitudes verbalo-linguistiques. Euh, et donc aussi logico-mathématiques, kinesthésiques, naturalistes, c'est-à-dire la capacité à observer la nature, à classer, à classifier, euh, visio-spatiale, la capacité à voir dans l'espace. Par exemple, les architectes ont besoin de cette compétence. Et puis, nous avons l'intelligence existentielle également, la capacité à comprendre le sens de la vie, le sens des choses, la capacité à percevoir le sens des textes philosophiques, par exemple, et à s'interroger sur des questions spirituelles. Et enfin, les intelligences intra et interpersonnelles, pardon. Donc, bien se connaître et être capable d'être en relation avec les autres. Je crois que je les ai toutes nommées. Merci pour ce petit tour, c'est super intéressant parce qu'en fait, oui, de toute façon, justement, c'est ça qui est rigolo, c'est que ça fait 2 fois qu'on aborde le sujet de l'intelligence et qu'en fait, au niveau scientifique, l'intelligence, c'est quelque chose qui a du mal à être tamponné puisque on ne dispose que de nos intelligences pour parler de l'intelligence, donc il y a une sorte d'effet Larsen et on est obligé d'être de toute façon complètement critiquable quand on en parle de ça. C'est Sauf un sujet que, alors, qui nous oui, échappe. il y a peut-être autant de définitions que de personnes qui se sont penchées sur la question, mais effectivement, il y a quand même, on va dire, Pascal Toscani parle de faisceau de compétences pour l'intelligence. Et je dirais que ce qui est important à comprendre, c'est qu'elle se développe. Je ne sais pas si elle se mesure. En tous les cas, elle se développe. Moi, je trouve ça chouette que tu aies à la fois cette démarche scientifique sérieuse et comment dire, méticuleuse, et en même temps que tu te permettes d'être vivante malgré cette démarche qui est un peu technique, et que du coup, c'est très touchant d'avoir quelqu'un qui à la fois s'astreint euh, à une discipline dans ce qu'elle a à dire, et en plus de ça, qui se permet d'être vivant avec je sais pas, avec des émotions, avec un avis subjectif sur certaines choses, avec ok, ça c'est pas validé, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que ça me touche. Et je trouve ça super aussi ce truc-là parce que sinon ça serait uniquement technique et ce serait un peu rébarbatif d'une certaine façon. Donc merci pour ça, merci d'habiter qui tu es pendant que tu transmets. Ça fait plaisir et ça fait du bien. En tout cas à l'élève que j'ai été, j'aurais aimé faire de l'anglais avec toi, j'en suis sûr. Tu sais d'ailleurs que Peut-être, je ne sais pas. si on est sur les confidences personnelles, je dis juste ça, c'est simplement que étant très sensible à la personnalité des gens qui m'enseignaient et qui me transmettaient des savoirs, si je les voyais malheureux, si je les voyais si je les voyais ternes à l'intérieur d'eux, si je les voyais blasés de faire ce qu'ils faisaient, si je les sentais à côté de leur pompe et pas du tout en train d'incarner un être humain dans ce que ça peut avoir de flamboyant, bah du coup il était pas inspirant ce prof, et donc moi je pouvais pas prendre ce qu'il avait à me donner. C'était pas possible. J'étais plus en train d'être en compagnie de quelqu'un qui allait mal plutôt qu'autre chose. Donc en anglais, j'ai souvent plus appris du mal-être de mes professeurs qu'autre chose. Par contre, le premier professeur que j'ai eu en anglais, mais j'ai le niveau que mon prof de 6e a bien voulu me transmettre. Vraiment. Tous les autres derrière, ça n'a pas été possible, mais le premier, il était magique. Il est venu, il nous a cherché, il nous a stimulé, il nous a emmené très loin. Donc, Monsieur Gérard, si jamais tu vois ça, merci beaucoup. Je peux parler un peu anglais, je baragouine un peu grâce à toi.
Ah, c'est sympa. Ben oui, Mm, après, chacun, il y a des élèves qui font complètement abstraction de ça. Eux, ce dont ils ont besoin, c'est de rigueur, par exemple. Ça va être plus important d'avoir un cours structuré. Euh, et d'autres, effectivement, vont avoir une dimension affective incontournable. Si ça ne passe pas, si le courant ne passe pas avec le prof, eh ben, ça devient difficile. Et c'est des années parfois où il ne se passe pas grand-chose, mais bon, c'est ça aussi. Notre système permet d'année après année de changer de prof et on peut pas convenir à tout le monde. bien Maintenant, sûr. maintenant, effectivement, quand on n'est pas passionné et motivé par ce que l'on fait, je pense que c'est un métier difficile à exercer, oui. Mm. Mm, carrément. Et d'ailleurs, justement, dans les sujets qui t'intéressent, alors tu as déjà cité beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, mais si on parlait spécifiquement de l'intelligence émotionnelle, est-ce que tu aurais des choses à ajouter que tu n'as pas cité jusque-là et qui pourraient être des outils pour les parents d'adolescents qui nous écoutent ou pour les adolescents eux-mêmes, en fait, qui pourraient s'en saisir, des outils pratiques d'une certaine façon? Par rapport à l'intelligence émotionnelle, effectivement, ça se décline en compétences. Une des choses qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'elles sont hiérarchisées. En fait, je vais avoir du mal à être empathique ou en relation avec l'autre si je n'ai pas bâti, on va dire, les fondations qui sont j'apprends à identifier mes émotions, j'apprends à les exprimer, j'apprends à savoir comment les utiliser, et j'apprends à oui, voilà, à les maîtriser, euh, les miennes et puis celles des autres. Euh, Ensuite, c'est aussi se connaître, ses forces, ses faiblesses, ses aptitudes, ses préférences. C'est aussi une capacité à s'intérioriser, à s'écouter, pour ensuite aller vers des questions d'engagement et des questions de motivation. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les parents à aller vers des outils qui aident les jeunes à se connaître eux-mêmes, parce que c'est la base, mais aussi développer le vocabulaire émotionnel. Ça peut être, il existe des routes des émotions. Bon, dans mon livre, il y a un nuancier que j'ai créé. Mettre des mots sur ce que je ressens, nommer, c'est faire exister. Et puis, c'est préciser. Quand je ressens quelque chose, donc comme je l'ai dit, nous sommes la plupart du temps très flous. Ça va pas. Et une émotion étant un message, quel est ce message? Chaque émotion a son utilité. Si je suis en colère, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice, c'est qu'il y a besoin que quelque chose change, que j'ai besoin d'être entendu, que je me sens pas respectée dans mon territoire, dans mon intégrité, dans ma personne en qui je suis. Il y a besoin d'un changement et ce changement a besoin d'être entendu. La tristesse, c'est le repli sur soi, c'est besoin de prendre soin de soi et à la fois besoin d'être conforté. C'est besoin de faire le deuil d'un échec, d'une perte, etc. La joie, c'est un indicateur. Ouais, waouh, tout va bien, et c'est une émotion qui nous donne l'énergie de poursuivre. Et donc connaître l'utilité de chaque émotion, les accueillir, les nommer, parce que, par exemple, si je suis en colère, ok, mais c'est quoi? Je suis un peu agacée ou alors je suis vraiment en rage, je suis vraiment super énervée. Et ça veut dire que c'est quelque chose de très important pour moi et que si je continue à l'ignorer, ce problème, ça veut dire que voilà, il y a soit mon projet qui est contrarié, ça veut dire ce que je souhaite faire, ça va pas pouvoir se faire, je suis déçue. Ça peut être voilà mes valeurs aussi qui sont bousculées et notamment celle de d'injustice et de justice qui est très très forte à l'adolescence, hein, ou mes besoins fondamentaux universels. Et par exemple la question de sens, ça n'ira qu'un temps. Je peux faire sans,
Voilà. Ou alors la question du repos, la question du temps de loisir. Certains élèves disent, arriver en première terminale, mais j'ai plus le temps de faire autre chose que travailler pour mon examen et, et aussi, voilà, faire ses devoirs, ça prend sur mon temps de sommeil. Donc ça n'a qu'un temps aussi. Voilà. Donc comment je peux prendre soin de cela et pour ensuite, voilà, aller vers des questions d'engagement et d'empathie aussi. Comment je peux comprendre l'autre. Il est important d'aider l'adolescent à se mettre à la place de l'autre, parce que le développement personnel, je dirais que je ne sais pas s'il a fait son temps. En tous les cas, il a ses limites, parce que respect de moi, très bien, mais respect de l'autre, c'est vraiment un double mouvement. Mes besoins, mais ceux des autres. L'écoute de ce qui est bien pour moi, mais l'écoute de ce qui est bien aussi pour les autres. Et ça, c'est quelque chose à redécouvrir dans notre société très individualiste. Donc, comment aider cet adolescent, ces adolescents à plus d'empathie parce elle est à développer. En fait, toutes ces compétences sont en germe en nous. Elles sont on compare parfois l'éducation à un arbre. L'arbre, vous n'allez pas tirer dessus pour qu'il pousse. Vous allez lui apporter les bons engrais, la bonne terre. Il lui faut un peu d'eau, un peu de soleil, beaucoup d'amour. Donc c'est c'est ça que et aussi une compétence essentielle, c'est la capacité à faire face à la difficulté. C'est pareil, c'est pas inné, ça s'apprend. Et ça me semble incontournable aujourd'hui parce que les défis sont grands. Et que aussi, nous avons un mode de vie confortable. Donc peut-être que nos jeunes ne sont pas suffisamment confrontés à la difficulté, ou en tous les cas, peut-être qu'on a plané un peu trop leurs difficultés pour eux. Par exemple, si j'ai une difficulté avec un enseignant ou un autre de ma classe, comment je peux apprendre, plutôt que moi apprendre ma cotte de maille et mon épée et partir à cheval prendre la défense de mon enfant, comment je peux l'outiller, lui, à savoir dire, à savoir s'exprimer, à savoir s'affirmer, à savoir se faire respecter tout en respectant l'autre. Et comment changer de point de vue aussi. Est-ce que tu es sûr qu'il a voulu dire ça? Et c'est pour ça que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la question de questionnement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et est-ce que tu es sûr? Qu'est-ce qui te permet de le dire? Est-ce que ça pourrait pas être autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Comment on pourrait faire autrement? C'est super ce que tu dis là parce que ça met en fait l'accent sur. J'ai l'impression, en tout cas, tu vas commencer avec ça, avec cette envie de partager et cette envie de pont entre les êtres et donc du coup développer son vocabulaire par rapport à ce qu'on ressent, c'est ne plus être seulement traversé par des forces émotionnelles qu'on ne sait pas s'expliquer, qu'on ne sait pas traduire pour les autres. On est obligé de les vivre et d'être secoué par eux d'une certaine façon, donc on est agi par eux d'une certaine façon, alors que si on a le vocabulaire, on va pouvoir exprimer à l'intérieur de soi, pour soi, ce qu'on est en train de vivre, et puis potentiellement, si on en a l'élan et les possibilités, le transmettre sans taper sur quelqu'un parce qu'on est en colère, mais pouvoir l'exprimer de façon beaucoup moins agressive proactivement pour la personne en face de nous. Et donc du coup, c'est tous les ponts qui vont permettre un échange qui va respecter l'individualité de chacun tout en créant de la connexion et du collectif, qu'il soit à deux ou à plus finalement. Tout à fait. Et parce que, exactement, c'est tout à fait juste. Une des caractéristiques aussi d'un adolescent, c'est la difficulté à mettre en mots. Et parfois, ça nous agace. Bon, bah alors, dis-moi. Mais je sais pas, ouais, peut-être. Et ça me saoule. Bon. Mais en fait, c'est pas juste, on va dire, une non-envie de communiquer, c'est une difficulté à mettre en mots leur ressenti ou après coup à expliquer pourquoi ils ont fait quelque chose.
la plupart des choses stupides qu'ils ont fait, il n'y avait pas une intention forcément consciente, si ce n'est voilà, faire comme le groupe ou s'amuser avec le groupe. Mais notre rôle est de les aider à mettre en mots, effectivement, quitte à, pour ce qui est des émotions, utiliser un support tel un nuancier ou une roue, un support externe, mais en posant des questions. Et en fait, donc c'est tu as fait ça parce que et donc tu as voulu petit à petit, un petit peu comme une quand on tire sur le fil d'une bobine, là, c'est un petit peu sans intrusion, mais l'aider à mener l'enquête pour lui-même. Et effectivement, c'est retrouver sa puissance personnelle, que de, comme tu dis, ne plus être agi par ses émotions, mais en avoir conscience et reprendre du pouvoir sur ce qui se passe. C'est pouvoir retrouver son potentiel et pouvoir l'offrir au monde. Mm. Ouais, c'est très beau. Et pour tous les gens qui nous écoutent et qui peut-être se disent oui, mais s'il est en difficulté, il a qu'à le dire. Je pense qu'on est une majorité écrasante de personnes à être en difficulté de dire nos difficultés, puisque on a envie de les maquiller, même pour nous-mêmes. Des fois, on n'est même pas au courant qu'on est en train de le faire. Avouer une difficulté à haute voix, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, en fait. Et il faut tout un contexte pour pouvoir se l'autoriser. Et puis, c'est un apprentissage, comme tu le soulignes très justement. Bah, merci, C'est le rapport merci. De rien, mais c'est le rapport à l'erreur aussi. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être notre système scolaire qui a induit qu'il faut pas faire d'erreur. Alors que chez les Américains, par exemple, faire une erreur, c'est au contraire source d'apprentissage. Et, et c'est plutôt bien vu d'avoir eu des échecs parce que ça veut dire qu'on en a retiré des choses. On ne peut pas apprendre en réalité sans faire d'erreur. L'acte d'apprendre suppose un déséquilibre, suppose de passer d'un état de connaissance à un autre. Et dans ce déséquilibre, ce qui va jouer, c'est effectivement la capacité à se faire confiance et à se questionner. Tiens, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je choisis ça? Tiens, là j'ai peur, mais j'ai peur de quoi en fait? Et par exemple, c'est toute la question de la métacognition. Comment on peut, en tant qu'enseignant, accompagner ce déséquilibre entre ce que je croyais savoir ou ce que je ne sais pas encore et ce que je vais comprendre, ce que je vais voilà savoir faire, savoir dire. Et c'est à l'adulte de donner la main ou en tous les cas permettre ce déséquilibre. D'où la question de confiance, mais le regard sur l'erreur, je me souviens d'une classe d'élèves qui dit, on était sur une correction de devoirs, donc ils le faisaient par groupe, mais avant tout, j'aurais dit, bon, mais c'est quoi une erreur pour vous? Et un élève me dit, bah madame, elle est bête votre question, parce que ça leur semblait tellement évident. Et je leur ai dit, l'erreur, c'est une possibilité d'apprendre. Et il y a eu un petit silence et ils étaient là, comme si, ah ouais, donc c'est ok de faire une erreur. Ben oui, d'abord c'était mon travail depuis le début de l'année de leur faire comprendre que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Donc c'est toute cette culture-là d'oser dire je ne sais pas, mais même en tant qu'enseignante. Il y a des enseignants qui se targuent de dire « je sais répondre à toutes les questions, je n'ai jamais dit que je ne savais pas ». Ce qui, pour moi, ne constitue pas forcément une force. Alors d'un point de vue technique, oui, mais d'un autre, est-ce que je vais vraiment à la rencontre de ce que m'apporte l'autre et est-ce que c'est un problème de dire « écoute, je sais pas, mais je vais creuser ». Et au cours prochain, je pourrais t'apporter la réponse. Ça m'est arrivé, notamment, je me souviens d'une fois, un élève qui faisait un lien avec un point de grammaire qui, pour moi, n'avait pas lieu d'être avec ce qu'on était en train de voir. Et je lui ai dit, je sais pas pourquoi tu fais ce lien-là. Et je lui ai dit, mais je vais creuser, effectivement. J'ai creusé l'affaire et au cours d'après, je lui ai dit, ok, je sais pourquoi tu parles de ça. Et donc, du coup, je peux aller débusquer sa représentation initiale à lui.
pourquoi il associe les deux. Et en fait, l'erreur est intéressante en ce que elle nous permet de justement ce dialogue là. Pourquoi tu dis ça? Mais en fait, toutes ces questions-là, c'est tout ce qui prend beaucoup de temps dans un cours. C'est pour ça que la première chose à faire, si on veut faire évoluer notre système scolaire, c'est d'alléger les programmes, pour moi. Avant même d'alléger le nombre d'élèves par classe, c'est d'alléger les programmes. Parce que on confond quantité et qualité. Il est bien plus intéressant de faire développer à nos élèves des capacités de réflexion, des capacités, voilà, toutes celles dont on a évoqué aujourd'hui, et d'autres encore parmi les fonctions de haut niveau. Est bien plus intéressant de développer ces compétences cognitives et exécutives qui sont des transférables. Plutôt qu'une accumulation de connaissances. Et tout ça prend du temps parce que c'est un questionnement ensemble et en confiance. Voilà. Super. Et donc, pour revenir à cette question de vulnérabilité, c'est peut-être lié à cette question de il ne faut pas faire d'erreur parce qu'une erreur, c'est -1. Et l'accumulation d'erreurs, c'est une mauvaise note. Ou alors, il faut, quand je lève mon doigt, il faut donner la bonne réponse. Sinon c'est la honte. Alors qu'à partir d'une seule erreur, c'est fou ce que l'on peut apprendre. C'est fou ce que l'on peut réviser. C'est fou ce que l'on peut avoir comme questionnement intéressant. Mais donc oui, vive la vulnérabilité, mais c'est vrai que il faut être la question de notre attitude en tant qu'adulte qui doit être empathique, compréhensive et patiente surtout. L'intérêt de mieux connaître ce qui se passe à l'adolescence, c'est que c'est un âge véritablement délicat et vulnérable parce que 75% des problèmes de santé mentale se déclenchent à l'adolescence. Et que, voilà, comme on a dit, ce vécu intense fait que, particulièrement à l'heure actuelle, où ce dont parlent les élèves le plus, c'est du stress et de la pression. Alors qu'avant, c'était leurs amis. De toute façon, avant toute chose, ils parlent des questions relationnelles. Leurs amis en priorité, ensuite les professeurs, et bien après le travail, les notes, etc. C'est vraiment, pour moi, la question de la variable d'ajustement dans la relation éducative, c'est justement la qualité de la relation. Eh ben, tu viens d'en faire la démonstration brillante. J'ai deux questions qui concluent un petit peu notre échange à tous les deux. Mais avant ça, j'avais envie de te poser la question, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées qui sont pour toi capitales dans ton travail et dans le livre que tu as écrit et dans ce que tu as pu en découvrir après du sujet? Puisque j'imagine quand on écrit un livre, après on continue pas, on ne finit pas d'apprendre des choses sur le sujet qu'on a mis en livre d'une certaine façon. Oui, c'est effectivement la recherche continue, la recherche de nouveaux éléments et des nouveaux éléments de compréhension, effectivement. Mais là, je sais pas, je sèche. Ok, bah ça me va. C'était juste au cas où, tu vois, il y a un gros truc qu'on n'ait pas vu parce que, bah voilà, ça aurait pu être ton avis et de façon très spontanée, tu m'aurais dit, ouais, ça on n'a pas vu et c'est capital. Il y a une chose qu'on peut peut-être aborder, c'est euh, une chose importante, mais que ce soit à l'enfance, mais ça reste vrai à l'adolescence, c'est la nécessité d'encourager. Parce que on pense que pour qu'un enfant, un adolescent se motive, il faut être un peu sévère, il faut un petit peu le bousculer, il faut lui donner évidemment, oui, des objectifs, mais on oublie que le circuit de récompense est très actif à cet âge-là. C'est pour ça qu'ils sont plus vulnérables aux addictions également. Mais le bon côté de cela, c'est que les encouragements ont une portée très très forte. Et ce que je trouve bien par rapport aux encouragements, c'est qu'ils nous invitent à une sobriété de parole. Un seul encouragement, par exemple, j'ai confiance. C'est bien vu ça. Tu as su surmonter ta difficulté. Bravo, continue.
tu n'y es pas encore, mais ça va venir. Ça, ce sont des paroles puissantes et qui nourrissent énormément. Et il faut encourager, bien sûr, les efforts, la progression, et non pas la personne ou ses qualités ou, ou les résultats. Ce qui est productif, c'est vraiment d'encourager l'engagement, la prise de risque dans les apprentissages, oser, s'accrocher, être persévérant. Et en lien avec ça, il y a quelque chose aussi d'important, c'est qu'on sous-estime la parole de l'enseignant. Je représente une institution, je suis en position de savoir, je suis celle qui évalue, donc ma parole a une portée qui est démultipliée. Je vous donne un exemple. Si par exemple, si vous êtes à côté de chez vous, je sais pas, vous parlez à votre voisin et puis pour blaguer, vous dites oh mais t'es bête toi. Aucune importance. D'abord, vous savez que votre voisin blague et que il vous titille. Si je suis enseignante et qu'en salle de classe, peut-être même sur le même ton, mais t'es bête toi. Hein. La portée est pas du tout la même. Ma prof m'a dit que j'étais bête. Donc en réalité, ça demande c'est une haute responsabilité finalement. C'est pour ça que c'est un métier très très intense, passionnant, mais très intense, parce que ma parole a la possibilité d'élever comme de casser. Et il y a des témoignages d'élèves d'une seule parole qui a changé leur vie. Parce que cette parole était empreinte de confiance, j'ai confiance en toi, ou bien à l'inverse, une parole qui a cassé pendant longtemps. Il y a des gens qui mettent longtemps à se débarrasser d'une parole, une seule parole, prononcée un jour par un de leurs professeurs, qui n'a pas eu conscience, évidemment, de heurter, de blesser à ce point-là. Et c'est pour ça que user et abuser de l'encouragement à bon escient, c'est vraiment nourrir l'estime et la confiance de l'élève. Après, un retour négatif, c'est pas négatif en soi. Si on explique, ben voilà, ça ne va pas, mais ce qui est attendu de toi, c'est ça. Voilà. Ça me paraissait important de revenir sur je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'importance que ça peut avoir de citer ça. Et puis je me disais aussi avant, justement, les deux questions, désolé, ça prolonge le temps, mais je me disais, en fait, l'adolescence, c'est aussi le mot qui peut être attaché à l'adolescence, c'est l'intensité de ce qui travaille, de ce qui est ressenti, de ce qui n'est pas compris, de ce qui est à conquérir, de ce qui est derrière soi, de ce qui est à dire au revoir et à dire bonjour. En fait, c'est une transition, c'est une porte entre deux mondes et en même temps, c'est un monde à part entière, c'est ça le truc. Et je me disais, on a tendance à le voir de façon chronologique, c'est-à-dire enfance, préadolescence, adolescence et âge adulte. Et donc, on a tendance à penser que dans cette chronologie linéaire, ce serait au monde adolescent de faire ses preuves s'il peut ou pas rejoindre le monde adulte. Mais moi, ce que je vois aussi dans ce qu'on échange tous les deux, et puis dans peut-être juste le fait de me poser et de poser mon attention sur ce sujet-là en préparant les questions, je me suis dit, c'est fou comme je pense que quelque part, l'adolescence impressionne par son intensité le monde adulte. Même si les gens ils sont passés par là, il y a quelque chose de très impressionnant, je crois, dans cette période de vie. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est marrant comme aussi dans les études scientifiques, les mots pour parler de l'adolescence sont vraiment très intenses également. On parlait de prouesse, une étape palpitante. Ils sont puissants, des changements spectaculaires, on parle de incroyable. Et puis à l'inverse, c'est des réactions disproportionnées, c'est de l'immaturité, c'est des airs hyperactifs, ils sont irrationnels, impulsifs, ils sont trop sensibles, on parle de turbulence, on parle de période périlleuse, et effectivement c'est tout ça, et un adolescent est pas juste triste en fait, il est bouleversé
C'est ce qui fait que certains aussi vont apporter des changements au monde. On n'est pas juste joyeux, on est exalté, on est débordant de plein de choses, et c'est pour ça effectivement ils sont assez extrêmes aussi dans leur façon d'exprimer ce qu'ils vivent, et c'est vrai qu'ils nous éblouissent autant qu'ils peuvent nous désarçonner. Hmm. Super. Eh ben écoute, je vais passer à ces questions qui sont plutôt des questions qui vont s'adresser à toi de façon personnelle. Donc tu es en mesure de dire oui ou non. Tu as envie de répondre à ces questions ou pas. Mais je me demandais, est-ce que tu as des souvenirs de l'adolescente que tu as été? Et si oui, comment tu nous parlerais d'elle avec ton regard d'aujourd'hui? Mhm. Euh, Mon adolescence, euh, c'est vrai que quand j'y repense, c'est beaucoup lié aux amitiés, et à l'envie de sortir du cocon familial, d'aller découvrir le monde. C'est pas pour rien que j'ai été enseigner l'anglais. Enfin, d'abord que j'ai choisi de faire des études en anglais. Euh, c'est vraiment ça. C'est ce sont les amitiés, c'est la musique, je me rappelle pas d'un questionnement quant à mon avenir qui m'angoissait. Je j'ai pas l'impression qu'à notre époque c'était aussi prégnant. Après, on n'avait pas non plus euh, tellement de limitations, on ne se posait pas tellement de questions, je pense. En tous les cas, moi, je m'en posais pas. Et une période, certes, qui déstabilise, mais je saurais pas trop. C'est surtout aux amis que je pense. Ok. Au bon Et, moment, au partage. Et c'est vrai que les partages qu'on peut avoir quand on est ami à cet âge-là sont aussi tellement particuliers, tellement empreints de tout plein de secrets, de tout plein de... je ne sais pas si on retrouve ça à ce point-là après. Ou en tous les cas, les amitiés qu'on a nouées à cet âge-là sont intenses, oui. ouais. Et je me demande, qu'est-ce qu'elle dirait, cette adolescente que tu étais, à celle que tu es aujourd'hui, tu sais ça? Euh, je pense que elle me dirait, écoute, pas mal vu de faire ce que tu fais par rapport à tout ce qui nous a manqué. Je pense que quelque part, je cherche à réparer. J'aurais aimé avoir les outils de compréhension que j'ai maintenant. C'est pour ça que tu as évoqué à un moment donné l'importance, enfin, ou la question de partager ça aux adolescents. Et effectivement, euh, je me dirais, ouais, bien vu d'aller d'avoir découvert tout ça et de vouloir le partager, parce que c'est un âge où on est perdu, et c'est un âge où j'aurais aimé avoir les compétences émotionnelles et relationnelles que j'ai acquises assez tardivement en réalité. Euh, Parce que pour faire le lien avec les neurosciences, les Américains, par exemple, qui ont un petit peu plus d'avance que nous, une vingtaine d'années, trentaine d'années de plus sur ces questions de compétences sociales et émotionnelles, euh, ont montré que une formation courte suffit à avoir des effets à long terme. Des enfants qui ont eu justement un accompagnement à ce niveau-là, même au niveau maternel, eh bien à l'adolescence justement, ils ont une vie plus équilibrée, ils ont des meilleurs résultats, ils sont en meilleure santé, ils sont moins sujets aux addictions, ils ont, on va dire, des relations amicales plus stables aussi et plus apaisées. Et ils ont un parcours ensuite d'études voilà, ils sont en réussite. Et Ouais. donc, je pense que l'adolescente que j'ai été dirait, je crois qu'elle me féliciterait. Chouette.
Bah écoute, je suis très touché par tout ce qu'on vient d'échanger. Et puis bah, je vais passer la main à Gaëtan qui va venir lui avec bah, ce qu'il retient de notre échange et puis les quelques questions qu'il a en tête. Et je sais pas si je dis en disant quelques, je suis pas un peu minimaliste puisque ce que je t'ai pas dit c'est que Gaëtan il est prof de fac. Et hop, le lapin est sorti du chapeau. Donc Peu importe, je te dis à peu tout à l'heure. importe. Je te dis à tout à l'heure pour la conclusion de cet échange, mais merci déjà d'être arrivé jusque-là. Merci Mathieu. À tout à l'heure.